Par une nuit de tempête, Sophie découvre une femme âgée abandonnée dans la rue, transie de froid et désorientée. Ce qui semblait être un simple geste de gentillesse se transforme en une révélation choquante. La femme n'est pas une mendiante ordinaire, mais la mère d'un homme d'affaires puissant et arrogant qui l'a jetée comme un déchet lorsqu'elle est tombée malade. La fillette de 12 ans décide d'affronter le fils puissant et d'exposer la vérité brutale d'une manière que personne n'imaginait, et tout allait changer à partir de là. Si les histoires qui touchent en le cœur et éveillent en notre humanité ont du sens pour vous, abonnez-vous à notre chaîne. Vous faites partie de cette famille qui croit au pouvoir de la bonté. La pluie torrentielle d'un mardi matin transformait les rues du 16e arrondissement de Paris en rivières sombres, tandis que les rares voitures circulant dans ce quartier chic créaient des vagues d'eau sale qui éclaboussaient les trottoirs déserts. Le son rythmé des gouttes contre l'asphalte résonnait entre les hauts murs des hôtels particuliers, créant une symphonie mélancolique qui semblait annoncer des événements extraordinaires. Sophie marchait pressée le long de l'avenue Victor, Hugo, ses petites mains serrant fermement le sac en plastique de la boulangerie de Madame Dubois. À 12 ans, elle portait déjà sur ses épaules des responsabilités que beaucoup d'enfants de son âge ignoraient. Ses grands yeux expressifs, d'un brun profond, brillaient d'une détermination qui contrastait avec sa petite taille. Ses cheveux foncés mouillés par la pluie collaient à son visage tandis qu'elle accélérait le pas, pressée de rentrer chez elle pour remettre les médicaments qu'elle avait cherchés à la pharmacie ouverte 24h/24. La jeune fille avait développé au fil des ans une intuition aiguisée pour percevoir quand quelque chose n'allait pas. C'était une capacité née de la nécessité de prendre soin de sa grand-mère Colette, 82 ans, qui vivait avec elle depuis que ses parents étaient partis travailler dans une autre région. Cette même intuition la fit ralentir le pas lorsqu'elle aperçut une silhouette courbée sur le trottoir près d'un arrêt de bus abandonné. Sous la lumière jaunâtre d'un lampadaire solitaire, une dame âgée était assise sur le sol mouillé, appuyée contre une grille de fer. Ses vêtements, qui même trempés révélaient une qualité supérieure, contrastaient radicalement avec sa position vulnérable. Le manteau de laine grise, maintenant lourdeau, et la jupe discrète suggéraient quelqu'un de fortuné, mais son état actuel racontait une toute autre histoire. Sophie hésita une seule seconde. Sa ténacité caractéristique, qui la mettait souvent dans des situations compliquées à l'école, se manifestait maintenant comme un refus absolu d'ignorer quelqu'un dans le besoin. Elle s'approcha doucement, ses baskets bon marché faisant du bruit sur le béton mouillé. « Madame, vous allez bien ?» demanda Sophie, sa voix juvénile empreinte d'une sincère préoccupation. La femme leva lentement le visage, révélant des traits aristocratiques marqués par le temps et la souffrance. Ses yeux bleus, bien que troubles par la confusion, conservaient des vestiges d'une élégance que le temps n'avait pas réussi à effacer complètement. Émilie Dubois, 78 ans, tenta de fixer son regard sur l'enfant devant elle, mais les mots semblaient fuir son esprit embrouillé. « Je ne sais pas où je suis », murmura Émilie, sa voix tremblante révélant un accent raffiné qui témoignait de décennies d'éducation privilégiée. « Mon fils, il a dit qu'il reviendrait me chercher. » Sophie sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette situation. Aucun fils responsable ne laisserait sa mère âgée seule dans la rue pendant une tempête. Elle regarda autour d'elle, cherchant des signes d'un véhicule ou d'une personne qui aurait pu laisser la dame là, mais les rues étaient complètement désertes. « Quel est votre nom, madame ?» demanda Sophie, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur des yeux de la femme. « Émilie, » répondit la dame, sa voix gagnant un peu plus de clarté. « J'étais chez le médecin, s'il y avait beaucoup de gens en blanc. Et puis... » Elle s'interrompit, portant la main à sa tête avec une expression de douleur et de confusion. Sophie remarqua des détails qu'un enfant ordinaire n'aurait peut-être pas perçus. L'anneau de diamant au doigt de la dame, même mouillé, captait la lumière du lampadaire de manière impressionnante. Ses chaussures, bien que salies par la pluie, étaient en cuir véritable et clairement coûteuses. Il y avait une incohérence flagrante entre la qualité de ses biens et sa situation actuelle. « Madame Émilie, vous ne pouvez pas rester ici sous la pluie. Je vais vous aider à vous lever, d'accord ?» Sophie passa son bras autour des épaules de la dame, surprise par sa fragilité. Émilie pesait moins qu'elle ne l'avait imaginé, comme si les années et la tristesse avaient consumé sa substance physique. Ensemble, elles se levèrent lentement,
la pluie continuant de tomber implacablement sur elle. « Ma maison est tout près d'ici, » dit Sophie, sa détermination grandissant à chaque seconde. « Ma grand-mère dit toujours qu'on ne laisse personne dans la rue, surtout les personnes âgées. » Tandis qu'elle marchait lentement sur le trottoir glissant, Sophie ne pouvait pas imaginer qu'à quelques kilomètres de là, dans un luxueux penthouse d'un immeuble de bureau, Antoine, le maire, signait des contrats de millions avec des investisseurs étrangers. L'homme d'affaires de 55 ans, avec ses costumes italiens impeccables et sa montre suisse qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un an, avait délibérément laissé sa mère dans cette rue après avoir découvert qu'elle aurait besoin de soins spéciaux constants. Pour Antoine, Émilie était devenue un obstacle gênant à ses plans d'expansion internationale. Les investisseurs valorisaient les valeurs familiales solides, mais attendaient aussi des partenaires capables de se consacrer entièrement aux affaires. Une mère ayant des besoins médicaux spéciaux ne correspondait pas à l'image qu'ils voulaient projeter. Sophie et Émilie arrivèrent à la modeste maison où la fillette vivait avec sa grand-mère. La résidence, peinte en bleu clair avec des détails blancs, contrastait fortement avec les hôtels particuliers du quartier chic où elles s'étaient rencontrées. Le petit jardin de devant, soigneusement entretenu par grand-mère Colette, exposait des fleurs qui résistaient courageusement à la pluie nocturne. « Mamie Colette !» appela Sophie, soutenant toujours Émilie. « J'ai besoin d'aide. » La porte s'ouvrit, révélant une femme de 82 ans, petite et énergique, dont les yeux évaluèrent immédiatement la situation. Colette Martin avait été institutrice pendant 40 ans et avait développé un instinct maternel qui s'étendait bien au-delà de sa propre famille. « Mon Dieu, ma petite, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Colette, se déplaçant immédiatement pour aider à soutenir Émilie. « Je l'ai trouvée dans la rue, mamie. Elle était seule sous la pluie. Elle a dit que son fils devait venir la chercher, mais... » Sophie ne termina pas sa phrase, mais le regard qu'elle échangea avec sa grand-mère en dit long. Colette n'hésita pas. Dans sa culture et son éducation, abandonner les personnes âgées était impensable. « Faites-la entrer immédiatement. Nous allons lui donner des vêtements secs et une tasse de thé chaud. » Tandis qu'elles aidaient Émilie à entrer dans la modeste maison, aucune des trois femmes ne pouvait imaginer que ce moment de compassion déclencherait une série d'événements qui exposeraient la face la plus cruelle de la société française, mais révélerait aussi la force extraordinaire qui émerge lorsque la bonté humaine refuse d'être réduite au silence. La maison de Colette, avec ses murs décorés de photos de famille et ses meubles simples mais bien entretenus, accueillit Émilie comme un havre de paix dans la tempête, au sens propre comme au figuré. L'arôme de café toujours présent dans la cuisine, mélangé à l'odeur de pluie qui entrait par les fenêtres ouvertes, créait une atmosphère d'accueil qu'Émilie n'avait pas ressentie depuis des mois. Sophie observait chaque mouvement de sa nouvelle hôte, son intuition aiguisée saisissant des détails qui formeraient un casse-tête complexe dans les jours suivants. Il y avait des mystères chez Émilie qu'une fillette de 12 ans était déterminée à percer, sans imaginer que sa ténacité caractéristique était sur le point de confronter l'un des hommes les plus puissants de Paris. Les premiers rayons de soleil du matin suivant filtraient à travers les rideaux fleuris du salon de Colette, révélant Émilie assise sur le canapé, observant attentivement un vieux piano droit qui occupait le coin de la pièce. Ses mains, élégantes malgré l'âge, tremblèrent légèrement tandis qu'elle tendait les doigts, comme pour toucher des touches invisibles. Sophie s'était réveillée tôt, comme toujours, mais cette fois, non seulement pour préparer le petit déjeuner et les médicaments de sa grand-mère. Elle observait Émilie avec une curiosité croissante, notant comment la dame semblait plus lucide à la lumière du jour, bien qu'elle montrait encore des moments de confusion qui la laissaient perdue au milieu des phrases. « Bonjour, madame. Émilie ?» dit Sophie doucement, s'approchant avec une tasse de café au lait tiède. « Comment avez-vous dormi ?» Émilie se tourna lentement, un sourire fragile illuminant son visage. « Mieux que depuis longtemps, ma chère. Depuis combien de temps n'ai-je pas entendu le son d'une maison pleine de vie ?» Elle s'interrompit, comme si les mots suivants étaient trop douloureux pour être prononcés. Colette sortit de la cuisine, portant un plateau avec des pains maison encore chauds. Ses yeux expérimentés avaient perçu quelque chose pendant la nuit qui la dérangeait profondément. Les vêtements d'Émilie, maintenant secs et bien observés à la lumière du jour, racontaient une histoire qui ne correspondait pas à son abandon dans la rue. « Madame Émilie, » dit Colette gentiment, s'asseyant sur une chaise à proximité, « vous souvenez-vous comment vous êtes arrivée dans cette rue hier soir ?»
Émilie ferma les yeux, se concentrant. Des fragments de mémoire dansaient dans son esprit comme les pièces d'un puzzle incomplet. J'étais au cabinet du docteur Bernard. Il a dit des mots difficiles. Il a dit que j'aurais besoin de soins spéciaux. Sa voix faiblit un instant. Antoine était avec moi. Il semblait très nerveux. Il parlait au téléphone tout le temps de ses investisseurs internationaux. Sophie et Colette échangèrent des regards significatifs. Le nom Antoine était apparu, et avec lui un indice important. « Et après le cabinet ?» demanda Sophie, son intuition aiguisée saisissant l'importance de ce moment. Nous avons marché jusqu'à la voiture. Antoine conduisait en silence, très sérieux. Nous nous sommes arrêtés dans une rue que je ne connaissais pas. Émilie porta la main à son front, comme si elle essayait de forcer ses souvenirs à s'organiser. Il a dit qu'il devait régler quelque chose rapidement, il m'a demandé d'attendre. Il a dit qu'il reviendrait dans 5 minutes. Le silence qui s'ensuivit fut lourd de sous-entendus. Colette, avec son expérience de la vie, comprit immédiatement la gravité de la situation. Sophie, malgré sa jeunesse, sentit une colère monter en elle, une indignation pure face à l'injustice. « Quel genre de fils abandonne sa propre mère dans la rue ?» murmura Sophie, plus pour elle-même que pour les autres. Émilie entendit, et ses yeux se remplirent de larmes. Elle a toujours été ambitieuse depuis tout petit. Mais j'espérais qu'au final, la famille compterait pour lui. Au cours des jours suivants, Sophie établit une routine minutieuse. Le matin, avant l'école, elle aidait Émilie avec de simples exercices de mémoire qu'elle avait recherchés à la bibliothèque de l'école. L'après-midi, après les cours, elle se consacrait aux soins pratiques, médicaments, kinésithérapie de base et surtout des sessions au vieux piano. C'est lors d'une de ces sessions musicales que Sophie découvrit quelque chose d'extraordinaire chez Émilie. Lorsque la vieille dame posait ses mains sur les touches, toute confusion mentale semblait se dissiper. Ses mains trouvaient les mélodies avec une précision qui défiait son état apparent. « J'ai été professeur de piano pendant 40 ans, révéla Émilie lors d'un moment de clarté absolue, ses doigts dansant sur une sonate de Chopin. J'ai enseigné à des centaines d'enfants, certains sont devenus musiciens professionnels. Sophie fut fascinée non seulement par ses talents musicaux, mais par la transformation complète qui se produisait chez Émilie pendant ces sessions. C'était comme si la musique était une clé qui ouvrait des portes verrouillées dans son esprit. Pendant ce temps, Antoine Lemaire faisait face à ses propres défis. Dans son bureau panoramique au centre de Paris, il recevait quotidiennement des rapports d'enquêteurs privés qu'il avait engagés pour créer un récit convaincant sur la disparition mystérieuse de sa mère. « Monsieur Lemaire, dit Maître Dubois, son avocat principal, nous devons être très prudents avec cette situation. Si quelqu'un découvre que vous étiez avec votre mère le jour de sa disparition, Antoine l'interrompit d'un geste impatient. Personne ne découvrira. Rien. Ma mère était confuse, elle s'est perdue seule. C'est une histoire parfaitement crédible pour quelqu'un dans son état. Mais même en prononçant ces mots, Antoine ressentait une pointe d'inconfort qu'il tentait de noyer dans un travail excessif et des réunions interminables. Les investisseurs internationaux valorisaient la stabilité familiale, et le récit d'un fils dévoué cherchant désespérément sa mère disparue fonctionnait parfaitement pour ses objectifs commerciaux. Dans la banlieue de Paris, la vie dans la maison de Colette avait acquis un rythme propre. Émilie, peu à peu, commençait à montrer plus de moments de lucidité, surtout lorsqu'elle se sentait en sécurité et aimée. Sophie observait ces transformations avec l'attention d'une jeune scientifique, faisant des liens que les adultes auraient pu manquer. « Mamie Colette, » dit Sophie un après-midi en aidant à préparer le dîner. « Tu ne trouves pas étrange que Madame Émilie ait des vêtements si chers, mais qu'elle ait été abandonnée comme si elle était jetable ?» Colette arrêta d'éplucher les pommes de terre et regarda sa petite fille avec fierté. La fillette avait hérité non seulement de sa ténacité, mais aussi de sa capacité à voir au-delà des apparences. Étrange est un euphémisme, ma fille. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est ce que nous allons faire quand nous découvrirons toute la vérité. Sophie ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux brillèrent d'une détermination que Colette reconnut comme dangereuse. La fillette tramait quelque chose, et quand Sophie décidait que quelque chose était injuste, elle ne se reposait pas avant de l'avoir corrigé. Cette nuit-là, après qu'Émilie se soit endormie sur le canapé du salon, bercée par le doux son de la pluie revenue,
Sophie fit une découverte qui allait tout changer. Alors qu'elle pliait les vêtements d'Émilie, elle trouva dans la poche intérieure du manteau une élégante carte de visite. Docteur Pierre Laurent, neurologie gériatrique, clinique Lemaire de médecine avancée. Le nom de famille sûr. La carte fit accélérer le cœur de Sophie. Lemaire, le même nom qu'Émilie avait mentionné en parlant d'Antoine. La coïncidence était impossible à ignorer. Sophie tint la carte d'une main tremblante, son esprit traitant les implications. Si Émilie était une Lemaire, et s'il existait une clinique de ce nom, alors Antoine n'était pas n'importe quel fils cruel. Il était quelqu'un avec suffisamment de ressources pour avoir une clinique médicale à son nom. La découverte déclencha chez Sophie un mélange de colère et de détermination qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Sa ténacité caractéristique, qui la mettait souvent en conflit avec ses professeurs et ses camarades, avait maintenant un but plus grand. Elle ne permettrait pas à quelqu'un, aussi puissant soit-il, de traiter une personne âgée comme un déchet. À l'aube, tandis que la maison dormait, Sophie resta éveillée dans la cuisine, tenant la carte de visite et élaborant un plan. Elle ne savait pas encore exactement comment, mais elle était déterminée à découvrir toute la vérité sur Émilie et à confronter Antoine Lemaire. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que sa quête de justice était sur le point de réveiller des forces bien plus grandes que ce qu'une fillette de 12 ans pouvait contrôler seule. Mais Sophie possédait quelque chose qu'Antoine, malgré tout son pouvoir et son argent, avait perdu au fil des ans. Une connexion profonde avec ce qui était juste et faux et un refus absolu d'accepter l'injustice. La deuxième partie du voyage ne faisait que commencer et les décisions prises dans cette maison simple résonneraient bien au-delà des murs qui abritaient 3 femmes unies par la compassion et la détermination à faire ce qui était juste. Le lundi suivant apporta un changement significatif dans la routine de la maison. Sophie avait pris une décision pendant le week-end. Elle utiliserait l'ordinateur de l'école pour enquêter sur la carte de visite qu'elle avait trouvée. Sa détermination était palpable, mais elle savait qu'elle devait être discrète. Pendant la récréation, tandis que ses camarades jouaient dans la cour, Sophie se dirigea vers la bibliothèque de l'école. La bibliothécaire, Madame Léa, connaissait bien la fillette et sa soif insatiable de savoir, alors elle ne fut pas surprise lorsqu'elle demanda à utiliser l'ordinateur pour une recherche scolaire. Avec les doigts légèrement tremblants, Sophie tapa Clinique Lemaire Paris dans le moteur de recherche. Ce qui apparut à l'écran la laissa un instant sans voix. La Clinique Lemaire était l'une des institutions médicales les plus prestigieuses de Paris, spécialisée dans les traitements neurologiques avancés. Sur les photos du site web, elle reconnut immédiatement le docteur Pierre Laurent, mais c'est la section « À propos de nous » qui fit bondir son cœur. Fondée en 1987 par l'homme d'affaires Antoine Lemaire, la clinique est née du désir d'honorer la mémoire de son épouse décédée, Anne Lemaire, en offrant des traitements d'excellence pour les maladies neurologiques. Sophie relut la phrase plusieurs fois. Anne Lemaire, Émilie. Les pièces commençaient à s'assembler d'une manière qui la rendait nauséeuse. Elle cliqua sur la section des actualités de la clinique et trouva des articles récents sur Antoine Lemaire. Les photos montraient un homme d'apparence distinguée, les cheveux grisonnants peignés en arrière, toujours vêtu de costumes impeccables. Mais ce fut sur une photo d'il y a 2 ans, lors d'un événement caritatif de la clinique, que Sophie eut la confirmation qu'elle cherchait. Sur l'image, Antoine Lemaire posait à côté d'une élégante dame, tous deux souriants. La légende disait « Antoine Lemaire et sa mère, Émilie Dubois, lors du dîner de gala annuel de la clinique. » C'était elle. Sans l'ombre d'un doute, c'était la même femme qui dormait maintenant sur le canapé de la maison de Colette, la même qui avait été abandonnée sous la pluie comme un fardeau gênant. Sophie imprima discrètement la photo et quelques articles, les cachant dans son sac à dos. Son esprit bouillonnait d'indignation et de plans. Elle devait être astucieuse sur la façon d'utiliser ces informations. Cet après-midi-là, en rentrant chez elle, elle trouva une scène qui la toucha profondément. Émilie était au piano, jouant une mélodie douce, tandis que Colette cousait à proximité, un sourire serein sur le visage. L'atmosphère de la maison s'était transformée. Il y avait une harmonie presque palpable dans l'air. « Sophie !» appela Émilie, interrompant la musique. « Viens ici, ma chère. Je me suis souvenu d'une chanson que je jouais quand Antoine était petit. » La fillette s'approcha, tenant fermement les papiers imprimés dans son sac à dos. Voir Émilie si lucide et affectueuse
rendait la trahison d'Antoine encore plus odieuse. « Madame Émilie, dit Sophie avec précaution, vous souvenez-vous d'avoir participé à des événements sociaux, des dîners élégants, des photos pour les journaux ?» Émilie cessa de jouer et regarda Sophie avec un mélange de surprise et de tristesse. « Bien sûr que je me souviens, ma chère. Pendant des années, Antoine me ramenait à tous les événements de la clinique. Il disait que j'étais son ambassadrice personnelle. » Elle rit amèrement. J'étais utile à son image publique. Colette leva les yeux de sa couture, percevant la tension croissante dans la conversation. « Mais cela a-t-il changé lorsque vous avez commencé à avoir des problèmes de mémoire ?» demanda Sophie, sa voix douce mais déterminée. « Progressivement, » répondit Émilie, sa lucidité impressionnante à ce moment-là. « Au début, il essayait de cacher mes oublis aux autres. Puis il a commencé à me laisser à la maison lors d'événements importants. Et finalement, elle ne termina pas la phrase. Sophie prit une profonde inspiration. Il était temps de révéler ce qu'elle avait découvert. « Madame Émilie, j'ai trouvé ceci dans la poche de votre manteau, dit-elle, montrant la carte du docteur Laurent. Et aujourd'hui, à l'école, j'ai fait des recherches sur la clinique Lemaire. » Elle montra les impressions à Émilie et Colette. Le silence qui s'ensuivit fut chargé d'émotions complexes. Émilie tint la photo où elle apparaissait avec Antoine, ses mains tremblantes. « Je me souviens de ce jour. C'était il y a 2 ans. Il était si fier, parlant de la façon dont la clinique était son héritage, comment elle honorait la mémoire de sa femme. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Je pensais que j'étais aussi une partie de cet héritage. Fighting. » Colette se leva et s'approcha d'Émilie, posant une main affectueuse sur son épaule. « Vous êtes bien plus que n'importe quel héritage, ma chère. Vous êtes une personne, avec votre propre valeur. » Sophie sentait son indignation grandir à chaque instant. Il a une clinique entière au nom de sa famille. Il gagne de l'argent en utilisant la mémoire de sa femme, mais il abandonne sa propre mère quand elle tombe malade. « Sophie, » avertit doucement Colette, reconnaissant le ton dangereux dans la voix de sa petite fille. « Fais attention à cette colère. Elle peut te mener à des endroits où tu ne veux pas aller. » Mais Sophie avait déjà pris une décision. Sa ténacité caractéristique avait trouvé un but plus grand et elle ne reculerait pas. Au cours des jours suivants, la dynamique de la maison changea subtilement. Émilie, stimulée par les découvertes et la certitude que sa situation n'était pas le résultat de sa confusion mentale, commença à avoir des périodes de lucidité de plus en plus longues. C'était comme si le fait de se sentir valorisé et aimé guérissait non seulement son corps, mais aussi son esprit. Sophie établit une nouvelle routine. En plus de ses soins habituels, elle commença à tout documenter. Les moments de lucidité d'Émilie, ses souvenirs d'Antoine et surtout les compétences impressionnantes que la dame montrait lorsqu'elle se sentait en sécurité. C'est au cours d'une de ces sessions de documentation qu'un incident se produisit qui allait tout changer. Sophie avait demandé à Émilie de raconter sa vie avant la maladie, lorsque la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Madame Dupont, la voisine la plus influente du quartier, entra sans y être invitée, comme à son habitude lorsqu'elle considérait qu'il y avait des irrégularités dans le voisinage. « Colette !» appela Madame Dupont, sa voix stridente coupant l'atmosphère paisible de la maison. « Il faut que je te parle de cette situation. » Elle s'arrêta en voyant Émilie au piano, ses vêtements clairement coûteux, contrastant avec l'environnement simple de la maison. « Qui est cette dame ?» demanda Madame Dupont, ses yeux se plissant de suspicion. « Colette, tu sais que tu ne peux pas simplement héberger des étrangers chez toi. Et si sa famille la cherchait? Et s'il y avait des problèmes légaux ?» Sophie sentit son sang bouillir. L'intrusion de Madame Dupont menaçait la paix qu'Émilie avait enfin trouvée. « Madame Dupont, » dit Sophie, sa voix contrôlée mais ferme, « Madame Émilie n'est pas une étrangère, c'est notre invitée. »« Invitée ?» Madame Dupont rit sarcastiquement. « Une fillette de 12 ans ne prend pas ce genre de décision. Colette, tu dois penser aux conséquences. Les services sociaux pourraient remettre en question ta capacité à t'occuper de Sophie si elle découvre cette situation. » La menace plana dans l'air comme un nuage toxique. Émilie se recroquevilla visiblement, la lucidité qu'elle avait retrouvée, commençant à vaciller sous le stress de la confrontation. « S'il vous plaît, » murmura Émilie, « je ne veux pas vous causer de problème. Peut-être devrais-je... » « Non !» Sophie l'interrompit, sa ténacité émergeant avec toute sa force. « Vous n'irez nulle part. Pas après ce qu'ils vous ont fait.
Madame Dupont regarda Sophie avec surprise. « De quoi parles-tu, petite ?» C'est à ce moment-là que Sophie prit une décision qui allait définir le cours de tous les événements suivants. Elle regarda Émilie, qui hocha la tête presque imperceptiblement, puis sa grand-mère qui ferma les yeux comme si elle savait qu'elle ne pourrait pas empêcher ce qui allait arriver. « Madame Émilie a été abandonnée par son propre fils, » dit Sophie, sa voix gagnant en force. « C'est un riche homme d'affaires qui possède une clinique médicale. Mais quand il a découvert qu'elle aurait besoin de soins spéciaux, il l'a simplement laissée dans la rue pendant une tempête. » Madame Dupont la regarda sceptique. « Comment peux-tu en être si sûre ?» Sophie se rendit à son sac à dos et en sortit les impressions. « Parce que j'ai fait des recherches. Il s'appelle Antoine Lemaire. Il a une clinique célèbre. Et jusqu'à il y a 2 ans, il emmenait Madame Émilie à des événements sociaux. Mais quand elle est tombée malade, il l'a jetée comme un déchet. » Le silence qui suivit fut tendu. Madame Dupont examina les papiers, son expression passant progressivement du scepticisme au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Si c'est vrai. »« C'est vrai, » dit Émilie, sa voix retrouvant une force qu'elle n'avait pas montrée depuis des mois. « Et je peux le prouver. » Émilie se leva du piano et se dirigea vers le manteau que Sophie avait soigneusement plié sur une chaise. De l'une des poches intérieures, elle sortit quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant, un petit enregistreur numérique. « Antoine m'a donné ça il y a des années, pour que je puisse enregistrer des rappels quand ma mémoire a commencé à faiblir, » expliqua-t-elle, ses mains tremblant légèrement. « Je le portais toujours le jour où il m'a abandonné, et j'ai enregistré notre dernière conversation. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Colette s'approcha, un mélange de fierté et d'inquiétude dans ses yeux. Même Madame Dupont resta silencieuse, percevant l'ampleur de ce qui était révélé. Émilie regarda les 3 femmes autour d'elle, respira profondément et appuya sur le bouton de lecture. La voix d'Antoine Lemaire remplit la pièce, froide et calculatrice, discutant de la façon dont l'état de sa mère interférait, avec des opportunités commerciales importantes, et comment il serait plus simple qu'elle disparaisse simplement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie sentait des larmes de colère brûler ses yeux. Colette se couvrit la bouche de ses mains, choquée, et Madame Dupont, pour la première fois depuis des années, resta complètement sans voix. Émilie éteignit l'enregistreur et regarda Sophie. « Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai fait semblant d'être plus confuse que je ne l'étais vraiment. J'avais peur que si quelqu'un savait que j'étais lucide, il trouverait un moyen de me faire taire définitivement. » La révélation changea tout. Sophie n'était plus seulement confrontée à l'abandon d'une personne âgée, elle affrontait un homme qui avait délibérément planifié la disparition de sa propre mère pour protéger ses intérêts commerciaux. Et à ce moment-là, en regardant Émilie avec une nouvelle compréhension et un nouveau respect, Sophie sut que son combat ne faisait que commencer. Elle ne permettrait pas à Antoine Lemaire de continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais elle savait aussi qu'elle faisait face à un adversaire bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé au départ. L'enregistrement avait tout changé. Madame Dupont, qui était arrivée avec l'intention de causer des problèmes, était maintenant devenue une alliée inattendue. Son indignation était palpable, tandis qu'elle marchait dans la petite pièce, ses mains gesticulant énergiquement. « C'est monstrueux !» s'exclama-t-elle, son visage rouge de révolte. « Colette, nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser cet homme rester libre après ce qu'il a fait. » Sophie observa la transformation de la voisine, avec un mélange de soulagement et de prudence. Son intuition aiguisée saisissait que, bien que Madame Dupont fût maintenant de leur côté, sa nature dramatique pourrait compliquer les choses si elle n'était pas canalisée correctement. « Madame Dupont, » dit Sophie diplomatiquement, « nous devons être très prudentes sur la façon dont nous gérons cela. Antoine Lemaire est très puissant, il a beaucoup d'argent et d'influence. » Émilie, tenant toujours l'enregistreur, hocha gravement la tête. « Sophie a raison. Antoine n'est pas arrivé là où il est en étant imprudent. S'il sait que j'ai cet enregistrement ou que vous savez la vérité, il ne peut rien nous faire, » interrompit Colette. Mais sa voix portait une incertitude que Sophie perçut immédiatement. « Si, mamie, il peut, » dit Sophie, son esprit déjà en train de travailler sur les possibilités. « Des hommes comme lui ont des avocats, ils ont des contacts. Ils peuvent nous rendre la vie très difficile. » Dans les jours qui suivirent, Sophie élabora un plan méticuleux. Elle utiliserait sa capacité à passer inaperçue, un avantage.
d'être juste une fillette de 12 ans, pour recueillir plus d'informations sur Antoine Lemaire. Mais elle savait qu'elle avait besoin d'aide. C'est un jeudi après-midi que Sophie prit une décision courageuse. Elle appela la clinique Lemaire, faisant semblant d'être une étudiante réalisant un projet scolaire sur les entrepreneurs à succès de Paris. « J'aimerais fixer un rendez-vous pour une interview avec M. Antoine Lemaire, dit-elle, altérant légèrement sa voix pour paraître plus âgée. C'est pour un projet sur l'entrepreneuriat social. » La secrétaire fut réceptive. « C'est très intéressant. M. Lemaire attache beaucoup d'importance à l'éducation. Laissez-moi vérifier son emploi du temps. » Sophie retint son souffle, son cœur battant la chamade. « Il a un créneau disponible mardi prochain, à 15 heures, mais nous aurons besoin du nom de l'école et des responsables du projet. » Sophie réfléchit rapidement. « C'est un projet commun à plusieurs écoles. Ma professeure, Madame Léa, sera avec moi. » Elle donna le nom de la bibliothécaire, espérant que son mensonge ne serait pas découvert trop vite. « Parfait. Nous confirmerons les détails par email. » Quand elle raccrocha, Sophie réalisa qu'elle avait transpiré. Elle s'engageait sur un terrain dangereux, mais sa détermination était inébranlable. Cette nuit-là, Sophie confia son plan à Colette et Émilie. La réaction fut immédiate et prévisible. « Absolument pas !» s'exclama Colette. « Sophie, tu n'as aucune idée du danger que tu cours. »« Mamie, je dois le faire !» argua Sophie, sa ténacité émergeant avec toute sa force. « Si nous ne faisons rien, il continuera à vivre sa vie normalement pendant que Madame Émilie souffre. Ce n'est pas juste. » Émilie, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Colette, la petite a raison. Mais Sophie, tu ne peux pas faire ça seule. »« Je n'y vais pas seule, » dit Sophie. « Madame Léa de la bibliothèque est très gentille. Je suis sûre qu'elle m'aiderait si je lui expliquais la situation. » Émilie secoua la tête. « Non, ma chère, tu ne comprends pas. Si Antoine découvre que je suis vivante et bien que j'ai l'enregistrement, il fera tout pour me faire taire, et cela inclut de faire du mal à toute personne qui me protège. » Le poids de cette réalité tomba sur Sophie comme une pierre froide. Elle jouait avec des forces bien plus grandes qu'elle ne l'avait imaginé. C'est alors qu'Émilie prit une décision qui surprit tout le monde. « Je viens avec toi, » dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Madame Émilie, non, » protesta Colette. « C'est trop dangereux. » « Colette, ma chère, » dit Émilie, sa lucidité impressionnante à ce moment-là. « J'ai passé les derniers mois à vivre dans la peur, faisant semblant d'être plus malade que je ne le suis vraiment, acceptant d'être traitée comme un fardeau. Cette enfant courageuse m'a rendu ma dignité. Maintenant, il est temps que je fasse ma part. » Sophie regarda Émilie avec une admiration croissante. La dame âgée, qu'elle avait trouvée fragile et confuse sous la pluie, se révélait être une femme d'une force extraordinaire. « Mais comment ?» demanda Sophie. « S'il vous voit… » « Exactement, » dit Émilie, un sourire déterminé apparaissant sur son visage. « Il me verra, et il devra expliquer à sa secrétaire, au employé, à toute personne présente, pourquoi sa mère disparue est là, vivante et bien soignée. » Le plan commença à prendre forme. Émilie se présenterait à la clinique, accompagnée de Sophie et de Madame Léa, exigeant des explications sur la raison de son abandon. La présence de témoins empêcherait Antoine de prendre toute mesure drastique sur le moment. Colette fut chargée d'une partie cruciale du plan, contacter certains de ses anciens élèves qui travaillaient maintenant dans des journaux locaux. En tant qu'enseignante respectée, elle maintenait encore des liens dans la communauté qui pourraient être précieux. « Si quelque chose tourne mal, » dit Colette, « nous devons avoir la presse prête à raconter l'histoire. » Dans les jours qui précédèrent le mardi fatidique, la maison se transforma en un centre de planification. Madame Dupont, utilisant sa nature curieuse à des fins positives, recueillait des informations sur Antoine à travers le réseau de potins du quartier. « Il prévoit une grande inauguration le mois prochain », rapporta-t-elle lors d'une visite. « Une nouvelle aile de la clinique, avec la présence d'autorités politiques. Son image publique est très importante pour lui en ce moment. » Sophie absorbait chaque information, son esprit stratégique traitant comment tout utiliser à son avantage. Le lundi soir, veille de la confrontation prévue, Sophie eut un moment de doute profond. Assise dans sa chambre, regardant les photos imprimées d'Antoine Lemaire, elle se demanda si elle avait vraiment le courage d'affronter un homme aussi puissant. C'est alors qu'elle entendit le doux son du piano venant du salon. Émilie jouait une mélodie mélancolique, mais belle. Sophie se leva et se dirigea vers le salon, trouvant la dame âgée au piano, avec Colette assise à côté, tricotant.
Tu ne dors pas non plus? Demanda Émilie, souriant gentiment à Sophie. J'ai peur, confessa Sophie, sa vulnérabilité apparaissant pour la première fois. Et si tout tourne mal? Et s'il vous fait du mal à cause de moi? Émilie cessa de jouer et regarda profondément dans les yeux de Sophie. Ma chère, tu m'as déjà sauvée de quelque chose de bien pire que tout ce qu'Antoine pourrait faire maintenant. Comment ça? Tu m'as rendu ma dignité. Tu m'as montré que j'ai encore de la valeur, que je peux encore être aimé et soigné. Même si tout tourne mal demain, tu m'as déjà fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Tu m'as fait me sentir humaine à nouveau. Des larmes coulèrent des yeux de Sophie. À ce moment-là, elle comprit que son combat ne concernait pas seulement la justice. Il s'agissait de la valeur fondamentale de la vie humaine, du refus d'accepter que les gens puissent être jetés quand ils deviennent gênants. De plus, continua Émilie, reprenant doucement son jeu, j'ai la foi que Dieu ne nous a pas amenés jusqu'ici pour nous abandonner maintenant. Parfois, il utilise les personnes les plus improbables, comme une fillette têtue de 12 ans, pour accomplir sa justice dans le monde. Sophie sentit une nouvelle force grandir en elle. Ce n'était pas seulement sa ténacité caractéristique, mais quelque chose de plus profond. Une conviction que certaines batailles valent la peine d'être menées, quelles que soient les chances. « Demain, dit Sophie, sa voix gagnant, en détermination, nous allons montrer à Antoine le maire que certaines personnes ne peuvent pas être simplement jetées. » Émilie sourit et continua à jouer, sa musique remplissant la maison d'un sentiment d'espoir et de courage. Colette regarda sa petite fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude, mais aussi avec la certitude qu'elle avait élevé une jeune femme extraordinaire. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour l'affrontement qui allait changer toute leur vie, aucune des trois femmes ne pouvait imaginer que leur courage inspirerait une transformation bien plus grande que ce qu'elles avaient prévu. Elles étaient sur le point de découvrir que parfois, lorsque des gens ordinaires décident de faire ce qui est juste, ils peuvent déplacer des montagnes. Le matin du mardi se leva clair et ensoleillé, contrastant avec la tension qui flottait dans la maison de Colette. Sophie s'était réveillée avant le réveil, l'estomac noué par un mélange de nervosité et de détermination. Aujourd'hui serait le jour de la confrontation avec Antoine le maire. Madame Léa, la bibliothécaire de l'école, avait été soigneusement informée de la situation réelle la veille. Initialement choquée par la révélation, elle s'était rapidement ralliée à la cause en entendant l'enregistrement d'Antoine. En tant qu'éducatrice depuis plus de 20 ans, elle avait une aversion naturelle pour l'injustice, surtout quand elle impliquait l'abandon de personnes âgées. « Sophie, dit Madame Léa tandis qu'elle se préparait à partir, es-tu sûre de vouloir faire ça? Une fois que nous serons entrés dans cette clinique, il n'y aura pas de retour en arrière. » Sophie regarda Émilie, qui était vêtue de ses plus beaux atours, un ensemble bleu marine que Colette avait soigneusement repassé et ajusté. La transformation de la vieille dame était remarquable. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, sa posture droite montrait une dignité retrouvée, et ses yeux brillaient d'une détermination que Sophie reconnut comme le reflet de la sienne. « Nous sommes prêtes, Madame Léa, » répondit Sophie, sa voix ferme malgré les nerfs. La clinique Le Maire se trouvait dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Paris, un imposant bâtiment de verre et de marbre qui criait succès et pouvoir. Lorsque le taxi les déposa à l'entrée principale, Sophie se sentit momentanément intimidée par la magnificence du lieu. « Courage, ma chère, » murmura Émilie, serrant doucement la main de Sophie. « Souviens-toi, derrière toute cette grandeur se cache un homme qui a abandonné sa propre mère. » L'accueil de la clinique était un océan de marbre blanc et de meubles de designer coûteux. La réceptionniste, une jeune femme impeccablement vêtue, sourit professionnellement lorsqu'elles s'approchèrent. « Bonjour, vous êtes là pour l'entretien programmé avec Monsieur le maire ?» demanda-t-elle, consultant un agenda électronique. « Oui, » répondit Madame Léa, sa voix contrôlée. « Nous sommes de l'école, pour le projet sur l'entrepreneuriat. »« Parfait. Monsieur le maire vous recevra dans quelques minutes. Veuillez patienter, s'il vous plaît. » Tandis qu'elles attendaient dans le luxueux hall d'accueil, Sophie observa discrètement le mouvement de la clinique. Médecins et infirmières circulaient avec une efficacité professionnelle. Des patients bien vêtus étaient traités avec déférence, et partout il y avait des photographies d'Antoine le maire lors d'événements sociaux et de cérémonies de remise de prix. C'est alors que Sophie remarqua quelque chose qui fit bouillir son sang. Une grande photographie encadrée près de la réception
montrait Antoine Lemaire recevant un prix pour « Excellence en soins gériatriques ». L'ironie était si cruelle qu'elle dut se contrôler pour ne pas faire de commentaires sarcastiques. « Mesdemoiselles de l'école ?» Une voix masculine interrompit ses pensées. Sophie se retourna et vit un homme grand et élégant s'approcher. C'était lui, Antoine Lemaire. Sur les photos, il semblait puissant. En personne, sa présence était encore plus intimidante. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés, son costume était clairement très cher et ses yeux froids examinaient les visiteuses avec le regard calculateur de celui qui est habitué à évaluer la valeur des gens. « Je suis Antoine Lemaire », dit-il, tendant la main à Madame Léa. « C'est un plaisir de recevoir des étudiants intéressés par l'entrepreneuriat. » Son regard passa brièvement sur Sophie, juste une enfant, apparemment sans importance, puis se posa sur Émilie. Ce qui se passa ensuite fut comme regarder un film au ralenti. Le visage d'Antoine pâlit visiblement. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et sa main tendue se figea dans l'air, pendant un moment qui sembla une éternité. Il resta complètement paralysé, regardant la femme qu'il avait délibérément abandonnée des semaines auparavant. « Bonjour Antoine », s'est dit Émilie, sa voix calme mais pleine de sens. « Quelle surprise de vous trouver ici. » La réceptionniste regarda confuse entre eux. Quelques employés proches commencèrent à percevoir que quelque chose d'inhabituel se passait. Le silence dans le hall devint presque palpable. Antoine se ressaisit rapidement, son esprit calculateur se mettant en marche. « Maman !» s'exclama-t-il, forçant un sourire et s'approchant comme pour l'embrasser. « Mon Dieu, où étais-tu? Nous te cherchions désespérément. » Mais Émilie fit un pas en arrière, évitant le faux câlin. « Vraiment ?» dit-elle, sa voix gagnant en force. « À chercher où, exactement ?» Sophie observa l'échange avec une attention totale, prête à intervenir si nécessaire. Madame Léa resta alerte, percevant la tension croissante de la situation. « Maman, tu es confuse, » dit Antoine, essayant de contrôler la situation. « Tu t'es perdue après ta consultation médicale. Nous te cherchons depuis des semaines. »« Je ne me suis pas perdue, Antoine, » répondit Émilie, sa voix résonnant dans la réception silencieuse. « Tu m'as abandonné. » Un murmure parcourut les employés présents. La réceptionniste regardait choquée, essayant de traiter ce qu'elle entendait. Antoine perçut qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation. « Allons discuter dans mon bureau, » dit-il, essayant de paraître paternel, mais sans parvenir à cacher la panique dans sa voix. « Non, » dit Sophie, parlant pour la première fois depuis leur arrivée. Sa jeune voix coupa l'air comme une lame. « Nous allons discuter ici même, devant tout le monde. » Antoine regarda Sophie comme s'il la voyait pour la première fois. « Et qui es-tu, petite? »« Je suis la personne qui a trouvé votre mère abandonnée sous la pluie, » répondit Sophie, sa ténacité et son courage prenant le dessus. « Je suis la personne qui a pris soin d'elle pendant que vous faisiez semblant de la chercher. » Le choc sur les visages des employés de Dizinsdale, la clinique était visible. Certains commencèrent à chuchoter entre eux, d'autres sortirent discrètement leur téléphone portable pour filmer. « C'est ridicule, » dit Antoine, essayant de minimiser la situation. « Une enfant ne comprend évidemment pas la complexité de la situation médicale de ma mère. »« Je ne comprends peut-être pas la médecine, » répliqua Sophie, « mais je comprends la différence entre le bien et le mal. » Émilie fit un pas en avant, se plaçant aux côtés de Sophie. « Elle a raison, Antoine, et j'ai la preuve de ce que vous avez fait. » Antoine se figea. « Quelle preuve ?» Émilie sortit le petit enregistreur numérique de son sac à main. « Notre dernière conversation, mon fils. Chaque mot que vous avez prononcé sur la façon dont j'étais un fardeau gênant, et comment il serait plus simple que je disparaisse simplement. » Le silence dans le hall fut assourdissant. Tous les présents, employés, patients, visiteurs, étaient paralysés, observant le drame se dérouler. Antoine tenta un dernier coup désespéré. « Maman, tu es clairement confuse. Ton état mental. »« Mon état mental est parfaitement clair, » interrompit Émilie, sa voix prenant une autorité que Sophie n'avait jamais entendue auparavant. « Assez clair pour me souvenir que vous avez construit cette clinique en utilisant le nom de votre défunte épouse, ma belle-fille Anne, prétendant honorer sa mémoire. Mais quand votre propre mère est tombée malade, vous m'avez jeté comme un déchet. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le docteur Pierre Laurent, le neurologue qui avait traité Émilie, sortit d'un couloir latéral. Il avait entendu le tumulte et était venu enquêter. « Madame Dubois !»
s'exclama-t-il, sincèrement surpris et soulagé. « Dieu merci, où étiez-vous? Ils ont annulé toutes vos consultations de suivi. Ils ont dit que vous aviez disparu. » Antoine pâlit encore plus. La présence du médecin compliquait considérablement sa situation. « Docteur Laurent, » dit Émilie, « vous souvenez-vous de ce que nous avons discuté lors de la dernière consultation à propos de mon besoin de soins spéciaux constants? » « Bien sûr que je m'en souviens, et j'ai insisté auprès de votre fils sur l'importance de maintenir le traitement et le suivi régulier. » Émilie se tourna vers Antoine, ses yeux brillants d'un mélange de tristesse et de détermination. « Et quelle a été votre réponse à cette recommandation, Antoine ?» Le cercle se refermait. Antoine regarda autour de lui, percevant que toutes les issues étaient bloquées. Les employés filmaient avec leur téléphone. Le médecin était présent en tant que témoin, et sa mère, qu'il pensait avoir éliminée de sa vie pour de bon, était là, lucide et déterminée. Sophie observait tout avec un mélange de satisfaction et de compassion. Son intuition avait eu raison depuis le début. Il y avait bien plus dans l'histoire d'Émilie qu'il n'y paraissait. Mais voir Antoine s'effondrer devant tout le monde ne lui apporta pas la joie vengeresse qu'elle attendait. Au lieu de cela, elle ressentit une profonde tristesse face à la rupture totale des liens familiaux. « Antoine, » dit Émilie, sa voix maintenant douce mais chargée de déception, « je t'ai élevé, je t'ai aimé, je t'ai soutenu dans tous tes rêves, et quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu m'as abandonné comme si je n'avais jamais rien signifié. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de la dame âgée, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes d'une mère confrontant la réalité d'avoir élevé un fils capable d'une telle cruauté. C'est à ce moment-là qu'Antoine finit par craquer. Peut-être fût-ce le poids des regards jugeants autour de lui, peut-être fût-ce de voir sa mère pleurer, ou peut-être fût-ce simplement la reconnaissance d'être allé trop loin. Il s'effondra sur une chaise voisine, couvrant son visage de ses mains. « Je ne savais pas quoi faire, » murmura-t-il, sa voix étouffée. « Les investisseurs, les contrats, tout dépendait de mon image publique. Je pensais que ce serait plus facile si je disparaissais simplement, » compléta Émilie, comme un problème qui disparaît quand on l'ignore. Sophie sentit que le moment était venu de porter le coup final. Elle s'approcha d'Antoine, sa petite taille contrastant avec l'ampleur de ses mots. « Monsieur le maire, » dit-elle, sa voix jeune mais chargée d'une maturité qui impressionna tous les présents. « Vous avez construit un empire médical en prétendant prendre soin des gens. Mais quand votre propre mère a eu besoin de soins, vous l'avez abandonnée. Comment espérez-vous que quelqu'un fasse confiance à vos soins médicaux après cela ?» La question résonna dans le hall comme une cloche funèbre, et Sophie savait qu'à ce moment-là, elle avait scellé non seulement la confrontation avec Antoine, mais aussi son destin public et professionnel. La 5e partie du voyage touchait à sa fin, mais Sophie pouvait sentir que les véritables conséquences de ses actions commençaient tout juste à se dérouler. Ce qui se passa dans les minutes suivantes transforma complètement le destin de toutes les personnes impliquées. Le docteur Pierre Laurent, visiblement ébranlé par les révélations, demanda à parler à Émilie en privé, mais elle refusa. « Non, docteur, » dit Émilie, sa voix ferme. « Si vous avez quelque chose à me dire sur mon état, vous pouvez parler devant tout le monde. J'en ai assez des secrets et des demi-vérités. » Le docteur Laurent regarda nerveusement Antoine, puis la foule grandissante d'employés et de patients qui s'agglutinaient discrètement pour écouter le déroulement de la situation. « Madame Dubois, » commença-t-il prudemment, « vos examens les plus récents ont montré que votre état est stabilisé. Avec les soins appropriés et une médication régulière, vous pouvez maintenir une excellente qualité de vie pendant de nombreuses années. » Sophie sentit une vague d'indignation monter en elle. Donc, elle n'avait pas besoin d'être hospitalisée ou d'avoir des soins spéciaux qui interféreraient dans la vie de qui que ce soit. « Non, » répondit le médecin honnêtement. Elle avait besoin d'un suivi médical régulier, de médicaments et surtout de stimulation sociale et affective. En fait, l'isolement et l'abandon pourraient aggraver considérablement son état. L'impact de cette révélation fut dévastateur. Antoine avait abandonné sa mère, non pas parce qu'elle était un fardeau médical incontrôlable, mais simplement parce que sa présence menaçait son image publique parfaite. C'est à ce moment-là que Sophie s'aperçut que plusieurs personnes filmaient la scène avec leur téléphone portable. Parmi elles, elle reconnut 2 visages familiers, des reporters locaux que Colette avait contactés par l'intermédiaire de ses anciens élèves. « Monsieur le maire,
dit l'un des reporters, s'approchant avec un microphone. « Pouvez-vous commenter les accusations selon lesquelles vous auriez délibérément abandonné votre mère après avoir découvert qu'elle aurait besoin de soins médicaux continus ?» Antoine leva la tête, son visage un masque de désespoir. « C'est un malentendu. »« Ce n'est pas un malentendu, » interrompit Émilie, sortant à nouveau l'enregistreur de son sac. « Et je peux le prouver. » Avec des mains qui tremblèrent légèrement, mais d'une voix ferme, elle activa l'appareil. La voix d'Antoine emplit le hall silencieux, chaque mot une condamnation de sa propre cruauté. Les investisseurs internationaux valorisent la stabilité familiale, mais ils ont aussi besoin de partenaires qui peuvent se consacrer entièrement aux affaires. Une mère ayant des besoins spéciaux constants ne correspond pas à l'image que je dois projeter. Il serait plus simple qu'elle disparaisse simplement. Le silence qui s'ensuivit ne fut brisé que par le son des téléphones portables qui s'enregistraient et par les larmes qu'Émilie ne pouvait plus retenir. Sophie, voyant la souffrance de la dame qu'elle avait appris à aimer comme une seconde grand-mère, ressentit une profonde compassion même pour Antoine. Elle s'approcha de lui, sa petite main touchant doucement son bras. « Monsieur le maire, » dit-elle, sa voix chargée d'une sagesse surprenante pour une enfant de 12 ans, « il n'est pas encore trop tard pour faire ce qui est juste. » Antoine regarda Sophie, puis sa mère, et enfin tous les visages autour de lui. Lentement, il se leva et s'approcha d'Émilie. « Maman, » dit-il, sa voix brisée, « j'ai commis la pire erreur de ma vie. Je ne mérite pas ton pardon, mais je dois essayer de me racheter. » Émilie regarda profondément dans les yeux de son fils. Pendant un long moment, mère et fils se regardèrent, des décennies d'histoire entre eux. « Antoine, » dit-elle finalement, « le pardon ne se gagne pas. C'est quelque chose que l'on choisit de donner. Et je choisis de te pardonner. Mais le pardon ne signifie pas que les conséquences de tes actions disparaîtront. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire d'Émilie et Sophie se répandit comme une traînée de poudre dans les médias. La vidéo de la confrontation à la clinique devint virale, générant un débat national sur l'abandon des personnes âgées et la responsabilité familiale. Antoine Lemaire perdit des contrats de millions, fit face à des enquêtes éthiques et vit sa réputation professionnelle s'effondrer complètement. Mais étonnamment, il ne tenta pas de se cacher ni de nier ses actes. Au lieu de cela, il fit quelque chose que personne n'attendait. Une semaine après la confrontation, Antoine apparut à la maison de Colette. Sophie, initialement méfiante, le reçut à la porte. « Puis-je parler à ma mère ?» demanda-t-il humblement. Sophie le conduisit au salon, où Émilie était, au piano jouant une douce mélodie. Elle s'arrêta en le voyant, mais ne montra aucune surprise. « Maman, » dit Antoine, s'agenouillant à côté du piano, « je ne suis pas seulement venu demander ton pardon, mais ton aide. »« Mon aide. Pourquoi faire ?» demanda Émilie avec précaution. « Pour transformer mon erreur en quelque chose de positif. Je veux utiliser la clinique, mes ressources, mon expérience, pour créer un programme de soins à domicile pour les personnes âgées. Un programme qui garantira qu'aucune famille n'aura à choisir entre prendre soin de ses parents et maintenir sa vie professionnelle. » Sophie observait la conversation avec attention, son intuition évaluant la sincérité des paroles d'Antoine. « Et pourquoi devrais-je vous croire ?» demanda Émilie. « Parce que, » dit Antoine regardant directement Sophie, « une fillette de 12 ans m'a appris que certaines choses sont plus importantes que l'argent ou le succès. Et parce que je veux que ma future fille sache que son père n'était pas seulement un homme qui a commis une terrible erreur, mais quelqu'un qui a appris à la corriger. » C'est à ce moment-là que Sophie sentit quelque chose changer en elle. Sa colère s'était transformée en quelque chose de plus grand, une compréhension que la vraie justice ne réside pas dans la punition, mais dans la transformation. 3 mois plus tard, la maison de Colette était devenue un petit centre communautaire. Émilie, maintenant avec sa santé stabilisée et sa dignité restaurée, donnait des cours de piano aux enfants du quartier. Sophie, qui était devenue une petite célébrité locale, utilisait son influence pour promouvoir des causes liées au bien-être des personnes âgées. Antoine tint sa promesse. La clinique Lemaire lança le programme Émilie Dubois, offrant des soins à domicile gratuits pour les familles à faible revenu avec des personnes âgées dans le besoin. Il finança également des bourses d'études pour les jeunes intéressés par la gériatrie et les soins palliatifs. Mais le changement le plus profond s'est peut-être produit au sein de la famille elle-même. Antoine commença à rendre visite à sa mère régulièrement, non pas par devoir, mais comme un fils qui avait enfin appris la valeur d'avoir une mère.
Il amena sa nouvelle épouse et sa petite-fille à rencontrer Émilie, reconstruisant lentement les liens familiaux qu'il avait presque détruits. Sophie, quant à elle, découvrit sa véritable vocation. Inspirée par l'expérience avec Émilie, elle décida de consacrer sa vie aux soins des personnes âgées abandonnées. À 12 ans, elle parlait déjà dans les écoles de l'importance de valoriser les aînés et son rêve était de devenir gériatre. Un dimanche après-midi, 6 mois après la première rencontre sous la pluie, Sophie était assise dans le jardin de la maison, observant Émilie enseigner le piano à un groupe de jeunes enfants. La dame âgée, avec ses cheveux maintenant bien coiffés et son sourire radieux, était la personnification de la transformation que l'amour et les soins peuvent produire. « Sophie !» appela Colette depuis la véranda. « Téléphone pour toi. » C'était un journaliste d'un magazine national, voulant interviewer Sophie sur son travail avec les personnes âgées abandonnées. À 12 ans, elle recevait déjà des invitations à donner des conférences et avait inspiré la création de programmes similaires dans d'autres villes. « Que diriez-vous aux autres enfants qui voient des injustices autour d'eux ?» demanda le reporter. Sophie réfléchit un instant, regardant Émilie rire avec les enfants dans le jardin. « Je dirais que l'âge n'a pas d'importance quand il s'agit de faire ce qui est juste, » répondit-elle. « Parfois, Dieu utilise les personnes les plus improbables pour accomplir son œuvre dans le monde. Et quand vous voyez quelqu'un être traité injustement, surtout les plus faibles et les plus vulnérables, vous avez le choix. Vous pouvez faire semblant de n'avoir rien vu ou vous pouvez décider de faire quelque chose. Et que se passe-t-il quand on choisit de faire quelque chose ?» Sophie sourit, se souvenant de la nuit pluvieuse qui avait changé tant de vies. « Il s'avère que vous découvrez